et je ne la poserai pas. Voilà. Merci, madame. Je veux savoir pour la gymnastique, le sport, pour les personnes âgées à partir de 3 fois 25. Donc, ils sont encore recommandés à partir de 3 fois 25. Les 3 fois 25, ils sont encore très jeunes. Ils sont encore recommandés. Il n'y a pas de contre-indication. Non, vous savez, le sport dans le grand âge, la seule contre-indication, c'est de la faire brutalement, sans aucune préparation. Il est bien évident que quand on reprend l'activité physique, voire sportive, à partir d'un certain âge, il faut une certaine prudence médicale de départ. Donc il faut voir son médecin traitant. Il faut éventuellement faire un petit bilan cardio-respiratoire, un bilan ostéo-articulaire et musculaire. Et à partir du moment où votre toubib vous dit qu'il n'y a pas de contre-indication, et bien surtout, entretenez vos différentes fonctions, parce que l'entretien des fonctions physiques amènera en même temps l'entretien des fonctions cérébrales. Donc ce sera bon globalement sur la totalité. Alors on a une très grande spécialiste de la chose ici, c'est Marie-Claude, Marie-Claude Galland, le docteur Marie-Claude Galland, qui était à la jeunesse et les sports, mais qui a créé à jeunesse et sport la vieillesse et les sports. Si elle veut nous dire un mot, c'est en particulier elle qui est la mère du challenge des seniors. J'aurais certainement quelque chose à dire sur l'intérêt de l'activité physique pour remplacer les médicaments, mais je préférerais laisser d'abord le public parler pour pouvoir répondre après à vos questions. Voilà comment on se défausse. Merci, je rigole. Je crois que tu ne vas pas pouvoir échapper, hein, parce qu'il n'y a pas de questions. Merci. Je crois que le docteur Cato, il a bien mis le point sur le vrai problème du vieillissement. Vieillir, oui, mais vieillir dans quelles conditions? C'est-à-dire que si on vieillit en conservant son autonomie la plus grande possible et presque toutes ses capacités, c'est très bien. Mais si, enfin moi j'ai eu l'opportunité d'aller dans un centre où il y avait beaucoup de gens qui avaient des AVC avant. Donc, ça m'a fiché un coup terrible en voyant ces personnes, parce qu'on voyait que la plupart de ces gens-là qui essayaient de récupérer n'étaient plus autonomes. Donc, la question est là. Tout à l'heure, vous avez cité un chiffre. En 2060, en Europe, je crois qu'il y a un tiers des gens qui auront plus de 60 ans. Si, entre 60 ans et 80 ans, par exemple, on a une très grande autonomie et on a encore de projets de vie, oui. Mais si on n'arrive plus à se contrôler à son autonomie, pour moi, enfin, je vois ça comme ça, c'est très difficile. D'autant plus que vous avez soulevé le problème du coût. Quand vous regardez les chiffres, on ne va pas inonder les chiffres ici, moi je regarde beaucoup de statistiques, mais les chiffres sont vertigineux. Quand vous voyez que pour un centre de traitement en EHPAD de qualité, par exemple, il faut plusieurs milliers d'euros, par exemple. Absolument. Bon, il ne s'agit quand même pas d'avoir une vue négative du vieillissement. Il faut avoir une vue globale de santé publique. Quand on considère la totalité des personnes âgées de 65 ans ou plus, 90% sont totalement autonomes et en pleine forme. Il n'y a que 10% de la population qui pose des problèmes de perte d'autonomie, et des problèmes de perte d'autonomie parce que, bien évidemment, il y a une ou plusieurs maladies. Vous avez vu également sur le diapo qu'il y a eu une augmentation régulière de la durée de vie moyenne, de l'espérance de vie à la naissance, et que ce gain s'est fait essentiellement avec des années en pleine forme. Espérance de vie sans incapacité. Et là-dessus, après, je demanderai à Frédéric Sandron, de donner son point de vue là-dessus, parce que c'est un grand spécialiste de la chose. Maintenant, quand on commence à être... Vous avez abordé deux autres sujets. Le problème des AVC, des gens qui deviennent dépendants, incapacitaires à partir des AVC, et le problème après du coût, notamment du coût de la prise en charge chronique dans les USLD, les unités de soins de longue durée, et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Alors la première chose, quand on commence à être atteint par l'incapacité, il n'y a aucune raison, même si c'est évidemment très dur, il n'y a aucune raison de sombrer dans la dépression. Il faut au contraire essayer de bagarrer à fond pour cultiver toutes les capacités restantes. C'est un des profs de gériatrie de Genève qui disait toujours, on nous a appris dans les facultés de médecine la médecine à l'envers. On a polarisé totalement nos études et notre attention sur les fonctions qui sont perdues et on oublie les fonctions qui restent. Eh bien, on doit travailler
sur les fonctions qui restent. Et il faut également que la personne âgée réussisse à avoir la personnalité pour arriver à un nouveau regard positif sur la vie. Moi qui ai été très marqué par 30 années d'expérience chez les enfants et les adultes jeunes polyhandicapés de Bois d'Olive, il y a une formule qui m'a toujours guidé, c'est la formule de Jean Vanier qui avait créé les foyers de l'Arche. Aime-toi tel que tu es et tel que tu es devenu. Je pense, je vais prendre un exemple extrême, un vieillard polydéficitaire, le JRE1, le groupe ISO ressource 1 dont on parlait tout à l'heure, qui va être gravataire au dernier stade de la gravatisation, confiné ni fauteuil, qui va être également déficitaire cognitif sévère. Il peut encore avoir une qualité de vie, parce que s'il a perdu énormément de choses dans la pensée conceptuelle, dans la pensée symbolique, il lui reste une perméabilité émotionnelle, et tant qu'il y a la perméabilité émotionnelle, tant qu'il y a la vie émotionnelle qui permet l'affectivité et l'amour, la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et c'est simplement lorsque cette pensée émotionnelle est elle aussi complètement fissurée, voire disparue, que là, on doit se poser la question au niveau des équipes soignantes du maintien en vie. Alors l'autre aspect, ça va être bien évidemment le coût. Le secteur des personnes âgées, le secteur gérontogériatrique, c'est le seul secteur en France où le premier payeur, c'est la personne âgée elle-même. Si la personne âgée elle-même est défaillante, ce sont ses obligés alimentaires. Si les obligés alimentaires sont défaillants à leur tour, c'est la voiture balai de la solidarité départementale. Les voitures balai, c'est pas du tout péjoratif dans ce que je vous dis. C'est l'aide sociale à l'hébergement. Et quand on rentre dans un EHPAD, le coût opposable à l'usager, sans compter des soins qui sont pris en charge sans récupération par l'assurance maladie, fort heureusement, c'est de l'ordre de 90 à 100 euros par jour. Oui, c'est terriblement lourd. Alors quand vous êtes handicapé, adulte jeune, c'est-à-dire jusqu'à 59 ans dans la réglementation française, ou quand vous êtes enfant handicapé, bien évidemment, il y a, d'après le code civil, ça devrait pouvoir jouer, mais fort heureusement, jamais aucun conseil général n'a fait jouer l'obligation alimentaire. Ce serait absolument effroyable pour les familles. Vous imaginez avoir un enfant handicapé, ce serait toute une vie devoir payer des prises en charge extrêmement lourdes. Au niveau des personnes âgées, le premier payeur, c'est la personne âgée elle-même, et il faut être extrêmement réaliste sur l'avenir, avec la diminution, je crains, que nous ayons dans les financements publics, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient départementaux, qu'ils soient régionaux. La situation ne risque pas de changer et les politiques de solidarité officielles ne risquent pas d'être plus généreuses. C'est une impossibilité. Tous les financeurs sont déjà complètement dans le rouge. Frédéric, tu veux peut-être rajouter un mot avec ton brio habituel. Merci pour l'effort. Donc je suis Frédéric Sandron, je suis chercheur en démographie. Je vais peut-être apporter un éclairage un petit peu complémentaire au tien. Tu en as parlé dans la proportion de personnes âgées, ce qu'on appelle le vieillissement de la population. Or, en langue française, le vieillissement de la population fait écho au vieillissement individuel. Mais est trompeur, parce que le vieillissement individuel, on sait tous ce que c'est. Le vieillissement de la population, c'est l'augmentation de la proportion de personnes âgées. Mais contrairement à une idée reçue, le vieillissement de la population n'est pas lié avant tout au vieillissement individuel, mais est lié à la baisse de la fécondité. C'est un phénomène macroéconomique. Et ce qui est intéressant sur ce thème à La Réunion, c'est que la fécondité a baissé de 6 enfants par femme à 2 enfants par femme en 2 ou 3 décennies. Et du coup, c'est pour ça que le vieillissement de la population va être un des plus rapides du monde à La Réunion. Donc on a un phénomène démographique quasi unique au monde à La Réunion, dans un contexte économique qui est celui qu'on connaît, et dans un contexte sociologique dont tu as parlé aussi, qui est, malgré les solidarités familiales encore fortes, quand même une tendance à la décohabitation entre les générations. C'est ce qui fait que la question du vieillissement de la population à La Réunion va être un cas d'école au niveau mondial dans sa rapidité et dans les problèmes, entre guillemets, qu'ils vont poser aux services publics. Je crois que la question du vieillissement de la population, elle est aussi importante au XXIe siècle au niveau mondial que celle de l'environnement.
D'ailleurs, une petite anecdote à ce sujet-là, les Américains, il n'y a pas très longtemps, au cours d'une grande conférence, ont dit mais on n'a plus d'argent pour payer nos émissions de CO2, etc., parce qu'il y a la question du vieillissement qui est de plus en plus importante. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais que j'apporte comme éclairage. J'ai une question à te poser. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps à la radio une émission sur le vieillissement de la population et il y avait un intervenant qui disait que le métier de gériatre était beaucoup plus valorisé dans les pays anglo-saxons qu'en France. Il disait que chez les Américains, enfin partout ailleurs qu'en France, les gériatres c'était aussi prestigieux dans l'échelle française que des chirurgiens cardiaques. Donc est-ce que tu vas dans ce sens et est-ce que tu as une explication? C'est parfaitement vrai. Il n'y a pas seulement que dans les pays anglo-saxons, il y a également dans les pays scandinaves et en Suisse, où la discipline de gériatrie est officiellement reconnue. En France, il y a quelques spécialités comme ça qui restent à la traîne. Je pense aux angéologues, je pense aux gériatres, qui sont toujours classés dans les médecins généralistes et qui ne sont pas reconnus. On ne peut pas encore maintenant avoir tout bêtement un tarif de spécialiste en plantant sa plaque et en mettant gériatre. Il y a des tas de blocages, il y a des tas de rivalités, il y a des choses compliquées, mais c'est vrai que malgré une assez puissante et assez influente société française de gériatrie et de gérontologie, le métier de gériatre n'a pas encore la reconnaissance qu'il devrait avoir. Je dis ça de la façon la plus désintéressée et impartiale qui soit, avec le biofossile que je suis devenu. Merci beaucoup. J'aimerais savoir quel est le statut des EHPAD et arrive-t-il que des EHPAD fassent banqueroute? Que des EHPAD fassent banqueroute. Je ne connais pas d'exemple d'EHPAD qui ait fait banqueroute, comme vous dites. Alors, les statuts. Les EHPAD, vous avez d'abord les EHPAD qui sont gérés par le secteur sanitaire. Il ne faut pas oublier que dans le temps, la plupart des hospices en France étaient gérés par l'hôpital, qu'elles sont devenues des maisons de retraite avec section de cœur médical, et qu'après la maison de retraite à section de cœur médical, elles sont devenues des EHPAD. Il faut avouer qu'au niveau de la terminologie et de la jargonophasie, on a fait très fort. Et pas EHPAD, comment voulez-vous que les gens se repèrent avec des sigles pareils? Alors les EHPAD soutenus par le secteur sanitaire, les EHPAD qui sont majoritaires ici à La Réunion pour des raisons historiques, qui sont gérés par le milieu associatif non lucratif, les associations loi de 1901, c'est par exemple l'ASFA, la Fondation du Père Fabrun, etc. Et après ça, il reste les EHPAD commerciales privées. EHPAD commerciales privées, vous en avez deux à La Réunion, vous en avez une qui existe depuis 20 ans sur l'Est, qui est le Moutardier à Saint-Benoît, qui doit faire actuellement à peu près 66 lits, et vous avez la nouvelle, la dernière, qui est celle gérée par le groupe Domus-Vie au Mont Roquefeuille. Alors là, ce sont des EHPAD commerciales privées. Alors, les financements, c'est toujours le même système. C'est un peu compliqué. Il faut distinguer les soins, la prise en charge, le financement de la dépendance et le financement de l'hébergement. Le soin, je l'ai dit il y a un instant, c'est payé par l'assurance maladie. Il n'y a heureusement pas de recours sur succession, il n'y a pas d'obligation alimentaire. À côté de du budget soins, il va y avoir le budget de la dépendance, qui est théoriquement financé par la fameuse APA depuis 10 ans, l'allocation personnalisée d'autonomie. Allocation personnalisée d'autonomie qui, bien évidemment, ne suffit pas à payer la totalité de la dépendance dans un EHPAD. Et après, vous avez l'hébergement. Et c'est cette addition hébergement et dépendance qui constitue ce que l'on appelle le coût opposable à l'usager. En métropole, le coût opposable à l'usager est supporté à 78% par les personnes âgées elles-mêmes ou leurs obligés alimentaires. Autrement dit, l'aide sociale ne va intervenir que dans, attendez que je me gourre pas, en gros c'est 80-20%, je vais simplifier, 80 et 20%. À La Réunion, le Conseil général il n'en peut plus. Le Conseil général il paye pour 90% des 1350 lits d'EHPAD USLD qu'il y a. Parce que très peu de gens sont en état de payer
Et très peu de gens, très peu de familles acceptent de payer l'obligation alimentaire quand elles sont obligées par le service de l'aide sociale du Conseil général, et en cas de conflit, ça va chez un juge qui décide que la famille doit payer ça. Et donc vous voyez, avec ce distinguo, encore une fois, de 20% en métropole et de 90% à La Réunion, ça explique le fait que les EHPAD ont beaucoup de mal à se développer, que les EHPAD existantes, contrairement à ce qu'on dit souvent, ont très peu de listes d'attente réelles. Ah oui, ils vont vous dire, ils ont 100 personnes qui les ont contactées pour pouvoir rentrer, etc. Mais quand on cherche quelqu'un lorsqu'un lit se libère, eh ben, beaucoup de directeurs ont du mal à trouver. Parce qu'il faut trouver les gens qui acceptent de payer ou qui ont la prise en charge aide sociale. Alors ça, c'est compliqué depuis une bonne dizaine d'années. Depuis qu'un juge du Sud, qui était président de la commission d'admission à l'aide sociale du Sud, a mis de l'ordre là-dedans, il faut l'avouer, même si ça a paru très déshumanisé, il a mis de la justice. Parce qu'il y avait une ruse qui s'était un petit peu propagée. C'est avec les familles, les fratries qui sont volontiers réparties à La Réunion entre la métropole et ici. La ruse consistait à dire oh bah écoutez, moi mon frère est en métropole, mais j'ai complètement rompu les relations avec, donc je ne sais pas, je n'ai aucun moyen de le contacter. Et on arrivait à une prise en charge à l'aide sociale que ce juge avait appelée la prime à la non-réponse. Et à partir du moment où on a pris conscience de ça, le juge il a dit il y a un seul élément de la fratrie qui ne répond pas, le dossier est bloqué, il n'y aura plus de prise en charge d'aide sociale. Alors ça paraît très dur, parce qu'avant l'aide sociale finissait de guerre lasse et par souci d'humanité d'accepter la vieille dame ou le vieux monsieur en EHPAD et de financer au titre de l'aide sociale. Mais je peux vous dire que d'expérience, j'ai vu souvent des gens priants, enfin j'ai vu souvent, faut pas exagérer, j'ai vu quelquefois des gens pris en charge au titre de l'aide sociale, notamment à l'hospice, puis vous aviez les enfants qui arrivaient en voiture de luxe très régulièrement. Alors là, c'est sûr qu'il faut mettre de l'ordre et qu'il faut faire une action de justice dans des choses qui sont très pénibles à financer. Parce que, comme vous le disiez, on arrive à des familles qui payent 2500 € par mois. N'oubliez pas que 45% des personnes âgées à La Réunion sont au minimum vieillesse, que plus de 50% des personnes âgées ont moins de 1000 € par mois pour vivre, et que le minimum vieillesse, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas du tout une ressource obligée à partir de 65 ans. Le minimum vieillesse, il faudrait d'ailleurs l'appeler les minimums vieillesse, c'est un calcul complexe, corporatif, avec des histoires d'allocation de premier étage et de deuxième étage, que l'allocation de deuxième étage versée par la sécurité sociale, il y a un recours sur succession, et que les gens pensent que parce que le Conseil général a abandonné le recours sur succession en mars 2007, ils pensent que le recours sur succession n'existe plus. Et vous avez des gens des familles où au moment du décès, on est allé leur dire mais pendant 10 ans, là, la maman, elle a eu le minimum vieillesse, vous avez X milliers d'euros à nous rembourser, et quand maintenant l'information est faite à la source, il y a beaucoup de gens qui disent s'il y a recours sur succession, moi j'en veux pas. Donc, des EHPAD qui font banqueroute, il y a des EHPAD qui ont été fermés parce qu'il y avait des conditions de fonctionnement absolument scandaleuses, des conditions d'insécurité, de dangerosité, mais qui ont fait banqueroute. C'est ce qu'on entendait à la télé en début d'année en métropole. Plusieurs boîtes qui, d'un seul coup, une même chaîne, je crois, ont mis la clé sous la porte. Le reportage disait que ces structures n'arrivaient plus à trouver de patients capables de les payer. Donc leur financement a été élevé, leur coût a été élevé, si tu veux, c'est des maisons un petit peu de prestige, et qui ont mis la clé sous la porte parce qu'elles ne trouvaient plus de clients dans ces régions, c'est des régions bien particulières, ne trouvaient plus de clients, c'est peut-être à ça que fait allusion monsieur, ne trouvaient plus de clients ayant les moyens de se payer un séjour chez elles. Il y a par exemple le deuxième groupe commercial plus d'EHPAD qui a dû fermer une maison à Lyon, on l'a tous vu dans la presse là, il y a quelques semaines, mais là c'était pour des conditions de prise en charge absolument défectueuses. Bon, je sais pour aller dans ton sens que le professeur Elmerio à Bordeaux m'avait dit qu'il y avait plusieurs maisons de retraite privées commerciales qui avaient du mal à remplir, ça ne signifiait pas qu'elles allaient fermer.
Vous avez des maisons de retraite, notamment spécialisées Alzheimer, mais Frédéric, sur la métropole, tu dois connaître beaucoup plus de choses que nous, pas que moi. Vous avez des maisons de retraite spécialisées Alzheimer où le coût opposable à l'usager, on vous demande plus de 5 000 € par mois. Frédéric? C'est vrai que pour développer l'aspect positif du vieillissement de la population, c'est vrai que c'est clairement devenu un gisement économique, un gisement d'emploi, et grâce à toi, je suis allé à la première exposition qui s'appelle la Silver Economy au parc des expositions à Porte de Versailles en décembre dernier. Il y a une Silver Valley qui s'est créée à Ivry-sur-Seine il y a une petite année, sur le modèle de la Silicon Valley, où sont mutualisées une centaine d'entreprises spécialisées dans ce qu'on appelle des gérants technologiques. Donc, du point de vue macroéconomique, le vieillissement de la population a aussi cette fonction de gisement d'emploi. Et sur la période 2010-2020, en France, c'est dans le domaine des services d'aide à la personne et du paramédical qu'on crée le plus d'emplois. Mais je voulais te demander, d'un point de vue de la personne, donc j'ai regardé quelques études, notamment sur l'acceptabilité des nouvelles technologies pour les personnes âgées, qui leur permettraient de rester chez elles plus longtemps, dans des conditions de sécurité meilleures. Et contrairement à une idée reçue, il y a beaucoup d'idées reçues sur les personnes âgées ne sont pas opposées à la technologie. Souvent, les personnes âgées n'adoptent pas une technologie tout simplement parce qu'elles ne la connaissent pas, ou leur famille. Donc, de par ton expérience de terrain, mais aussi internationale, dans tous les colloques où tu vas, quelle est ta position là-dessus sur l'utilisation actuelle et future surtout des nouvelles technologies pour maintenir le plus longtemps possible, si elles le souhaitent, les personnes âgées à domicile? Ah ben moi je suis intimement persuadé que l'avenir il est là. Que l'avenir il est dans la gérontechnologie. Si on continue la politique instrumentale géronto-gériatrique qu'on a menée jusqu'à maintenant, on va dans le mur parce qu'on sera demain incapable de la payer. Si on continue uniquement à développer des unités de soins de longue durée et des EHPAD, construire un EHPAD actuellement à La Réunion avec le foncier, c'est de l'ordre de 200 000 € le lit. Vous imaginez les sous qu'il faut trouver, les euros qu'il faut trouver, plus le fonctionnement avec le coût opposable à l'usager qu'on a dit. Si on continue dans cette voie-là, on va dans le mur. En plus de ça, est-ce que c'est vraiment la formule qui permet le plus de rendre les gens heureux à travers leurs incapacités? Quel que soit le mérite des EHPAD et des USLD, quel que soit le mérite des équipes, je crois qu'on a globalement de bonnes équipes ici à La Réunion, vous croyez que c'est facile d'être heureux en maison de retraite? Rappelez-vous ce que je vous disais en introduction avec Alfred Sauvy. Vieillir, ce n'est rien. Ce qui est pénible, ce qui est tragique, c'est de voir vieillir les autres. Quand vous êtes dans des unités où tout le monde a le même type de pathologie et le même type de dépendance que vous croyez que spontanément ça vous flanque le moral? Réfléchissons humainement et émotionnellement tout bêtement à ce qu'on a fait avec les unités spécialisées Alzheimer. Je vais être dur. Et pourtant, elles sont méritantes, ces unités. Elles sont indispensables. On a fait des enfers. Pourquoi? Parce que la maladie d'Alzheimer est une maladie fluctuante. Parce qu'à certains moments, ils ont des phases de lucidité. Et quand ils ont ces phases de lucidité, ils voient qu'ils sont entourés, et ils réalisent quelque part qu'ils sont entourés de gens qui ont la même maladie, quelquefois à un stade plus déficitaire que le leur, et on constate ce phénomène de prophétisation du déclin. Il faut tout faire pour que les personnes âgées qui deviennent dépendantes puissent rester chez elles. Alors tant qu'il y a encore le conjoint, c'est facile. Enfin, c'est facile, c'est possible. Mais il faut, grâce à la gérontechnologie demain, veiller à ce que les personnes âgées, sauf les déments très déficitaires, là ce serait délirant. Mais les personnes âgées, par exemple, avec un handicap moteur, une incapacité motrice sévère, puissent continuer à vivre seuls, s'ils sont seuls, chez eux, grâce à la gérontechnologie. Il y a des dispositifs
On les a vus à Paris en décembre, extraordinaire maintenant de surveillance des gens à domicile. Il faut partir dans cette voie-là. Et lorsque l'habitat, parce que ça nécessite une adaptation du logement, lorsque le logement n'est pas adaptable, eh bien là, il faut partir vers une nouvelle conception d'établissement. Et là, il y a quand même de l'espoir, parce que c'est un des objectifs prioritaires de la future loi qui va sortir cette année d'adaptation de la société au vieillissement. Elle s'appelle comme ça, loi d'adaptation de la société au vieillissement. Et ce que propose Madame Delaunay, qui est la ministre déléguée aux personnes âgées, c'est la construction de résidences autonomie, ça va s'appeler comme ça. Et ces résidences autonomie seront truffées de gérontechnologie pour que le vieux monsieur ou la vieille dame puisse continuer à vivre seul dans son veuvage, avec un lourd handicap moteur, mais en pleine sécurité et avec son appartement, c'est-à-dire son espace d'intimité où il aura ses tongs, sa télé, son fauteuil, son animal domestique s'il veut, mais où il ne sera pas confronté à la promiscuité des autres. Les EHPAD, bien sûr qu'on en aura encore besoin, bien sûr qu'il faut encore en faire quelques-unes à La Réunion, mais il y a encore beaucoup trop de gens qui rentrent en EHPAD trop tôt et qui seraient beaucoup plus heureux dans une solution beaucoup plus intimiste et qui coûterait moins cher à eux-mêmes et à la société. Donc je crois que la gérontechnologie, il y a des pays qui sont en avance sur nous là-dessus, hein. La gérontechnologie, il faut vraiment mettre le paquet vers ça et développer en même temps les réseaux et les filières gérontologiques. À partir de là où il y a l'artillerie lourde, pour moi ça doit partir de l'hôpital et maintenant des courts séjours gériatriques qui se sont développés sur les 4 points cardinaux du département. Et grâce aux filières, au réseau géronto-gériatrique, grâce aux services de soins infirmiers à domicile, aux équipes spécialisées Alzheimer, à l'hospitalisation à domicile, des gens non seulement lourdement dépendants, mais lourdement polypathologiques pourront rester chez eux, et même quelquefois seuls. Et ça va être une révolution. Oui, pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de pays qui pratiquent cette gérontechnologie, c'est ça? Je pense par exemple au Japon, où il y aura énormément de vieux, et puis peut-être les pays nordiques qui sont en général toujours en avance sur nous. Alors le Japon, je ne connais pas, je pense qu'il est très développé dans ce domaine-là. Les 2 pays francophones que je connais directement, où ils sont très en avance sur nous, c'est la Suisse et le Québec. Où là, il y a vraiment des gens qui sont, en particulier le professeur Régent Hébert, qui est ministre de la Santé et ministre des Aînés, comme on dit chez eux au Québec, a développé un système d'évaluation, un système de filières et de réseaux absolument extraordinaire, dont on commence à s'inspirer en France, en particulier dans le dispositif du dernier plan Alzheimer, qui est le dispositif de quelque chose que vous avez quelquefois entendu citer dans la presse, les MAIA, les maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer. Intégration, c'est un terme ô combien québécois, et les MAIA sont copiés sur le modèle Régent Hébert du Québec. Alors les Suisses, dans l'État de Genève, ont également fait des choses tout à fait extraordinaires dans le domaine. Au Japon, il y a la petite mascotte qui fait un tabac. C'est un petit phoque, en peluche, mais dont les personnes âgées vous connaissez. Donc ça, c'est vraiment Parce que les gérontechnologies, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas des choses forcément... Il y a des choses très complexes, mais il y a aussi des choses très simples. Par exemple, les chemins lumineux, sponsorisés par une société d'électricité, enfin développée par elle, diminuent par 3 le nombre de chutes la nuit. Voilà. Voilà. Là, on n'est pas dans la technologie les sites là, c'est la maison Legrand. Mais là, justement, donc, les gros industriels s'intéressent à ça, ça va évidemment permettre de faire baisser les coûts. Là, dans la pratique toute simple, généralisée, que ce soit à domicile ou dans les EHPAD, l'utilisation par les personnes âgées d'Internet, et avec les nouveaux écrans Internet, où c'est le système écran SNCF. C'est-à-dire tout est tactile. Vous n'avez plus de souris, vous n'avez plus de clavier,
Et vous avez des filières qui sont constituées à l'avance par un technicien, évidemment, et ça permet à la vieille dame qui est à son domicile ou qui est en EHPAD, elle clique et clac, elle est en Skype ou en FaceTime directement avec un de ses enfants ou de ses petits-enfants. L'avenir, il est là. Enfin, je voudrais compléter ce que vous avez dit. Dans le monde, il y a 3 jours, il y a des articles sur le problème des maisons autonomes. Donc, il disait surtout, il faut mettre l'accent déjà sur les aménagements adaptés aux vieilles personnes, c'est-à-dire l'accessibilité facile, la salle de bain, les volets déjà, par exemple, des choses très simples, pour que les volets puissent ouvrir et fermer le volet, appuyer sur le bouton à la bonne hauteur. Déjà, il faut adapter les cuisines, il faut adapter les placards, donc il faut rentrer dans des choses très simples. Donc, par exemple, quand on commence à être vieux, c'est très dangereux de monter des escargots pour aller attraper des trucs à 3 mètres de haut. Donc, tout doit être au niveau, etc. Même les éviers, même les lavabos, il faut les baisser, tout ça. Donc, vous voyez, des choses très simples, qui ne coûtent pas très cher, mais on n'y pense pas. C'est vrai qu'il y a énormément de maisons, énormément d'appartements, qui ne sont pas du tout adaptés aux vieilles personnes, qui commencent à avoir des petits problèmes de déplacement. À La Réunion, on aura tout à fait intérêt à développer les résidences autonomie et des mini-résidences autonomie dans les écarts. Les vieux doivent pouvoir vieillir là où ils ont vécu. S'ils doivent pouvoir vieillir à Sillaos, s'ils sont de Sillaos, s'ils sont dans les Hauts-de-Saint-Denis, ils doivent pouvoir vieillir là avec des mini-résidences autonomie, articulées par des filières et par des réseaux. Alors, je viens de faire l'avocat du diable, puisque autant je suis d'accord avec les résidences autonomie et tu as répondu à mes questions en parlant de Skype pour pouvoir se mettre en relation, autant pour moi, une personne âgée ne doit pas rester seule, même chez elle et même heureuse. Quand on est seul, on n'est pas dans le bien-être qui constitue la santé, bien-être physique, mental et social. Et on va se friter, vas-y. Non, sûrement pas. Et donc, ce que je voudrais, c'est qu'on commence par la prévention. La prévention, c'est-à-dire qu'on garde son autonomie et qu'on ne la perde pas. Alors, je reprends la parole qui m'a été donnée tout à l'heure, que je n'avais pas prise, puisque le seul moyen de garder son autonomie, c'est de faire de l'activité physique, c'est-à-dire c'est de garder ses muscles, c'est de garder une activité sociale et de rester avec des gens. Moi, j'ai été confrontée au problème de la personne âgée seule et qui descend, qui décline, parce qu'elle est seule. Et à partir du moment où elle est mise en contact avec des gens, eh bien, elle remonte. Et c'est vrai que là, je voudrais parler de l'activité physique et sportive dont on parlait tout à l'heure, qui permet de mettre en contact les gens et qui permet, c'est le meilleur des médicaments. Il n'a pas les effets secondaires des médicaments, mais il traite tout. Il traite le surpoids, il traite le début de déprime, il traite l'hypertension, il prévient en tout cas. Et il peut permettre de diminuer les médicaments. Et ça, c'est quelque chose dont nous n'avons pas suffisamment conscience. Il faut qu'on prenne conscience que notre corps doit s'entretenir. Au lieu de dire on va traiter les conséquences, traitons les causes d'abord. Rendons-nous autonomes, ne perdons pas notre autonomie. Enfin, excuse-moi, je me suis permis de Mais tu as tout à fait raison. On peut évidemment qu'être d'accord avec toi sur le thème de la prévention. Sur l'histoire de la solitude,